est un peu difficile. Donc, pour commencer déjà, on vient de décrire ce que c'était Adobe Photoshop. On vient de parler un peu de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'on peut réaliser avec Photoshop. Donc, dès à présent, je pense que vous pouvez avoir assez de motivation, assez de courage, assez d'autonomie pour pouvoir vous lancer dans ce monde du design ou bien dans ce monde de la création des logos professionnels sur Photoshop. Donc, pour la plupart des personnes, ils utilisent Illustrator. Mais le but ici, c'est essayer un peu de surpasser les limites, en fait. Le même travail que les gens fournissent sur Illustrator, être aussi capable de le faire sur Photoshop. Parce que Photoshop fait beaucoup de choses, comme on vient de le voir. Vous avez remarqué qu'on peut faire plein de choses avec Photoshop, notamment les montages. On peut faire vraiment plein de choses. Il suffit juste d'avoir un esprit de créativité, d'être surtout imaginaire. Dans le design, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est ça, c'est de l'imagination. Quand un client vient vous voir pour vous proposer, souvent quand le client arrive, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Souvent, quand le client vient, il ne sait pas ce qu'il veut. Il peut juste vous dire, bon, j'ai une entreprise, je fais ceci, je fais cela, j'aimerais que tu puisses me créer un logo. Et c'est tout. Il ne va pas te dire que non, fais-moi ça, fais-moi ça. Souvent, c'est très rare dans le milieu qu'un client, à moins que le client puisse s'y connaître, à moins que ce soit déjà un designer, mais il n'a pas le temps de créer son logo. Là, il peut te contacter et il peut te donner des détails assez précis. Mais si c'est une personne qui ne maîtrise rien dans ce domaine, lui, il va juste te donner des informations nécessaires. Par exemple, je travaille dans le domaine de bâtiment, j'ai besoin d'un logo, fais-moi un logo comme ceci, comme cela. Maintenant, c'est à toi, le designer, en tant que concepteur professionnel ou bien créateur de logo, tu dois avoir de l'imagination, premièrement. Donc, par rapport au domaine du client, tu sais que, premièrement, le client est dans les bâtiments. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un truc qui va vraiment décrire ce que la personne fait. Donc, tu dois être imaginatif et maîtriser au moins la psychologie des couleurs. Ça aussi, on va voir ça tout de suite là, parce que les couleurs jouent vraiment un grand rôle dans les logos. Si vous ne maîtrisez pas les couleurs, vous pouvez faire un logo très contradictoire, parce que les couleurs parlent. Et dans chaque domaine, il y a certaines couleurs que l'on utilise. Par exemple, vous voyez que HP utilise la couleur bleue, mais pour la plupart des gens, ils ne savent pas pourquoi HP utilise la couleur bleue. Il y a Yahoo qui est là, qui utilise le violet. Il y a Orange qui utilise la couleur orange. On ne sait pas pourquoi Orange utilise ces couleurs-là. Pourquoi ces compagnies-là ont choisi ces couleurs au lieu d'autres couleurs. Donc, on va essayer aussi de surpasser sur ce point pour que vous puissiez au moins avoir l'aperçu, l'idée et l'image et comprendre c'est quoi la psychologie des couleurs, afin que quand vous allez concevoir vos logos, quand vous allez faire vos designs, que vous puissiez au moins savoir que par rapport à la demande, par rapport à telle entreprise, telle couleur irait mieux par rapport aux besoins ou aux services que eux ils fournissent. Et c'est ce qui va vous démarquer en tant que designer, en tant que créateur de contenu. Donc, je vais vous partager mon écran. On va essayer de voir la psychologie des couleurs et je vais vous parler des 7 règles d'or d'un bon logo. Voilà. Est-ce que vous arrivez quand même à voir mon écran? Donc, si vous arrivez à voir mon écran, vous pouvez parler. Comme ça, je vais continuer. D'accord. D'accord. Donc, je pense que c'est bon. Alors, ici, vous avez un fichier. En fait, ce fichier, c'est un fichier de formation. Ce sont des formations que nous faisons sur Adobe Photoshop. Donc, vous avez au moins la chance de pouvoir voir certaines choses qui sont vraiment réservées, voilà, au public un peu. J'espère que vous comprenez. Donc, aux gens qui payent des formations un peu intensives en Photoshop. Mais on va quand même les partager avec vous aussi. Je vais accepter une autre personne. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons, je vais mettre ça en grand format. Ici, nous avons le fichier PowerPoint qui est là. Donc, on parle de la conception de logo.
On parle vraiment de la conception du logo. Et vous voyez qu'un logotype, bon, plus couramment appelé logo, tous on l'appelle logo, mais en réalité, ça s'appelle logotype. Donc, un logo, autrement dit, logotype, par abus de langage bien sûr. Donc, c'est une composition figurée servant à identifier visuellement de façon immédiate une entreprise. Comme je venais de vous dire tantôt, un logo doit être vraiment quelque chose que quand vous voyez de loin, même sans qu'on puisse vous expliquer, vous savez que c'est telle entreprise, ça peut faire ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc, un logo doit vraiment être quelque chose qui parle, en tout cas, qui parle notamment par ses couleurs ou bien par sa création, par son design et par son imagination. Donc, comme c'est dit ici, donc ça doit être quelque chose de façon immédiate qui décrit déjà une entreprise, peut-être une marque ou une association. Une institution, ça peut être un produit, ça peut être un service ou voire même un événement et toute autre sorte d'organisation dans le but de se faire connaître ou reconnaître des publics, voilà, des marchés auxquels ils s'adressent et de se différencier vraiment des autres entités d'un même secteur. Donc les logos sont des modèles déposés. Des modèles déposés vraiment dont la reproduction sans autorisation est punissable comme contrefaçon. Donc quand on crée des logos, il y a vraiment des modèles qui sont là. Il y a des modèles déposés. On va d'ailleurs parler de ça tout à l'heure là. Il y a des trademarks. Donc vous voyez parfois il y a des logos. Quand tu regardes, tu vois un logo. Tu vois il y a un TM au-dessus, un petit TM. D'autres logos, il y a un petit R. On met là un petit R qu'on encercle. On va aussi parler de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on les met, ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'un logo se compose déjà par les éléments, par plusieurs éléments en tout cas. Il y a le typogramme qui est là. Le typogramme, c'est-à-dire le nom qui décrit, ou bien le nom de marque écrit avec fonte de caractère particulière. Avec fonte de caractère vraiment particulière. Vous allez voir, je vais vous présenter des exemples de logos. En tout cas, quand on parle de fonte de caractère particulière, déjà, il faudrait savoir quel type de police, par exemple, vous utilisez. Ça compte énormément dans la création des logos. Quel type de police vous pouvez utiliser. Parce que je ne peux pas aller créer un logo pour une marque et je vais prendre une police au hasard. Par exemple, je vais aller prendre du Time New Roman qu'on utilise pour du texte sur Word. Ça va pas trop le faire. Donc, il faudrait, en tant que designer, vous serez emmené à avoir beaucoup de polices installées sur vos différents supports. Vous allez être emmené à avoir beaucoup de polices installées dans votre machine pour vraiment l'utilisation, pour la création plutôt des logos vraiment qui se démarquent parmi tant d'autres. Donc, vous aurez aussi besoin du monogramme, encore désigné comme étant le symbole. Donc, toutes mes excuses. Donc, je disais que vous aurez aussi besoin d'avoir le monogramme, encore désigné comme étant le symbole, emblème ou insigne. Donc, il y a plusieurs types de logos. Il y a des logos, vous pouvez voir, c'est juste des lettres. Par exemple, je peux dire que voilà, j'ai une entreprise qui s'appelle Astuce Tech. Je peux dire que mon entreprise s'appelle Astuce Tech. Mais en créant le logo, je peux me dire, bon, mon logo ne sera pas de type symbolique ou emblématoire. Donc, je vais juste utiliser, par exemple, la première et la dernière lettre du nom de mon entreprise. Donc, dans Astuce Tech, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première lettre qui est la lettre A et je prends la première lettre aussi de ce qui suit qui est la lettre T. Ça me fait AT. Donc, j'essaie de combiner les deux lettres pour créer un logo vraiment simple, mais significatif. Donc, sans pouvoir utiliser des symboles ou bien même voir des emblèmes. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de monogramme. Et puis, nous allons passer sur les 7 règles d'un bon logo. Les 7 règles d'or d'un bon logo, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, ici, vous avez quand même un panneau qui essaie un peu de vous montrer différents types de logos. La plupart des logos, vous connaissez déjà. Vous avez déjà eu à voir d'autres logos sur d'autres types de supports de publicité ou de communication. Donc, ici, nous parlons des 7 règles d'or d'un bon logo. Et on en voit une multitude à longueur de journée. On en voit vraiment une multitude.
Mais sait-on vraiment comment doit être un bon logo? C'est vraiment ça la question qu'un designer doit se poser. Ou bien un concepteur, au fait. Sait-on vraiment ce que c'est qu'un bon logo? Donc, si vous arrivez déjà à vous poser cette question et à répondre à la question en même temps, c'est déjà un bon début. Déjà, un bon logo, il faudrait savoir ce que c'est et quel est le sens caché qui se trouve derrière un logo bien pensé. Donc, ce sont ces points-là que vous devez retenir, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un bon logo et quels sont les points ou quel est le sens caché qui se trouve derrière un bon logo ou bien un logo bien pensé, bien imaginé. Et puis ici, vous voyez qu'un bon logo est unique. Là maintenant, on commence à parler de ces 7 règles d'or. On commence à parler de, voilà, de ce qui décrit, ce qui caractérise un bon logo. Nous savons déjà, vous allez retenir un, c'est qu'un bon logo est unique. Quand on parle de logo unique, c'est un logo qui illustre spécifiquement l'activité en fait. Ça illustre le produit ou les services de votre entreprise. Donc c'est quelque chose de simple, de propre, de bien fait. Vous arrivez à voir le logo, vous savez que tel logo, ça ne fait pas. Parce que ici déjà, par exemple, le logo que vous êtes en train de voir, Café Touba frais et moulu, déjà quand vous voyez, le logo parle. Vous savez, voilà, quand je vois le logo, tu vois le nom, en tout cas, c'est nickel. Donc un bon logo déjà doit être unique, premièrement. Quand on parle d'unique, comme je l'ai dit, ça doit vraiment spécifiquement décrire l'activité de l'entreprise. Ça doit faire le lien avec vos consommateurs ou clients. Et un bon logo qui est unique, bien évidemment, reflète votre identité, se distingue du logo des autres. Et surtout, dans le domaine de la technologie, on sait qu'il y a beaucoup de startups, même dans le domaine des bâtiments, ainsi de suite. Il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entreprises qui font dans le même domaine, qui font pratiquement les mêmes choses. Mais pour se distinguer, pour se démarquer des autres, il faudrait que votre logo soit unique. En tout cas, votre logo doit être unique. Il faudrait vraiment que vous puissiez marteler là-dessus, que vous puissiez vraiment comprendre cette partie-là. Pourquoi un logo doit être unique? C'est à cause de ces différentes choses que je viens de citer. Et le logo doit refléter votre identité. Ça doit être un logo qui se distingue. Et il évite la confusion. Parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez copier un logo que vous avez vu quelque part et reproduire pour un client. Là, ça va créer non seulement de la confusion, mais dans le domaine de la création, ça s'appelle du plagiat et c'est aussi condamnable. Ça. On peut vous poursuivre ou bien ça peut vous créer vraiment beaucoup d'ennuis. Donc, voilà pourquoi je vous ai parlé dès le début que créer un bon logo, être un bon créateur, faudrait avoir de l'imagination. Parce que si je vois, on me demande de créer un logo, par exemple, dans le domaine de la location des véhicules, bon, moi, je vais aller sur Google, je vérifie, je vois qu'il y a plusieurs logos, il y a plusieurs entreprises qui marchent dans ce sens-là. Je vais sélectionner un logo. Bon, je vais copier ce logo-là. Tu pars, tu reproduis, tu essaies peut-être de changer les couleurs, tu mets pratiquement les mêmes choses. Ça, c'est vraiment du plagiat et c'est pas bien. On peut vous poursuivre pour cela. Et ça fait de la confusion. Ça donne de la confusion. Donc, c'est pas vraiment une bonne méthode. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qu'un designer doit faire. Vous devez être créatif et imaginatif. Donc, on va passer. Un bon logo parle de lui-même. Donc, en premier lieu, on a parlé d'un bon logo qui doit être unique. Là, maintenant, nous allons parler d'un bon logo qui parle de lui-même. Ici, vous voyez un diamant noir. Vous êtes en train de voir le symbole qui est là. C'est aussi un diamant noir. Donc, quand vous regardez ce logo, même si on n'écrivait pas diamant noir, mais dès que vous allez voir le logo, en tout cas, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, vous avez déjà l'aperçu, vous savez que ça c'est un diamant que je suis en train de voir. Et le nom s'appelle diamant noir, aussi simple que possible. Et ça parle de lui-même. C'est ça un logo qui parle. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir le sens caché dans ce logo-là. C'est un logo très simple, avec, voilà, avec le diamant qui est là, et un nom en bas, diamant noir. Et on a ce qu'il fait, c'est du cosmétique, et c'est tout. C'est simple, bien fait et propre. Donc ça doit être quelque chose vraiment qui est clair et saute aux yeux. Votre logo porte un message,
celui de votre entreprise, il incarne vos valeurs et traduit visuellement votre culture. Donc, vous devez être capable ou à mesure de pouvoir donner cette impression-là chez les consommateurs, chez les clients, pardon. Quand une personne vous voit pour la première fois, voit l'entreprise, il voit le logo, il a quand même une idée, juste en voyant le logo, sans qu'on puisse l'expliquer, parce que le logo parle, le logo, il peut avoir des informations qu'il faut juste par rapport au logo. D'où l'importance d'un bon logo, d'où l'importance de connaître ces 7 règles-là. Un bon logo parle de lui-même. Et nous avons un bon logo qui est simple, parce que c'est vraiment pas toutes les entreprises, qui veulent vraiment compliquer les choses. Il y a d'autres qui veulent un truc simple, mais significatif, un truc simple qui parle, un truc simple, en tout cas simple, mais bien fait. Comme ce logo, vous voyez, c'est un peu fan, mais quand même, c'est un logo qui cache beaucoup de choses. Un bon logo est simple. Et quand on parle de simple, il est lisible et accessible. Le logo se comprend rapidement, en un coup d'œil, il n'est pas vraiment complexe et ne cherche pas à tout dire sur votre entreprise et ses activités. Et ça aussi, ça peut être un côté qui va pousser les gens à vouloir chercher à vous connaître, à vouloir chercher à découvrir l'entreprise. Le logo dit un peu sur l'entreprise, mais ne dit pas tout en même temps. Donc, il n'est pas vraiment complexe et ne cherche pas à tout dire. Car le logo n'est finalement que le premier élément de votre identité visuelle. Ça aussi, c'est un autre point, mais j'espère vraiment qu'on va en parler aussi dans ces 3 jours de formation-là. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous avons un logo mémorable ou mémorisable. Aujourd'hui, on voit des logos. Il y a des logos qui sont tellement compliqués que si tu vois ce logo aujourd'hui, demain, tu ne pourras pas te rappeler du logo. Donc, un bon logo doit aussi être mémorisable. Il est facile de s'en souvenir, de le reconnaître, de l'associer à votre entreprise, même si aucune typographie n'est associée au logotype. Donc, c'est-à-dire, ça peut juste être la carte d'Afrique que vous voyez et on n'écrit rien du tout. Mais vous savez que c'est l'Afrique, c'est de l'Afrique dont il s'agit. Donc, un logo doit vous dire quelque chose, même si aucune typographie n'y est associée. Donc ça aussi, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Et vous devez savoir d'ailleurs que chez les humains, la perception des couleurs est immédiate. Comme je vous parlais tantôt de l'importance de connaître la psychologie des couleurs, parce que la perception est immédiate. Quand vous voyez, vous avez des informations qu'il faut, c'est automatique. Donc elle passe avant la reconnaissance des formes ou bien avant la lecture d'un texte. Donc là, je vois l'Afrique. Je n'ai pas besoin qu'on puisse écrire Made in Africa. J'en ai pas besoin. Je vois l'Afrique, je sais que là, c'est de l'Afrique dont il s'agit. C'est simple, c'est mémorisable et c'est bien fait. En tout cas, c'est ça. Nous avons un bon logo qui est flexible. Alors, quand on parle de flexibilité, on fait allusion ou on fait référence à quoi? Donc, c'est un logo qui est fonctionnel et déclinable sur vos différents supports. Je pense que je vous ai parlé de ça quand je décrivais brièvement Photoshop. Donc, ça doit être vraiment quelque chose qui doit s'adapter sur des supports que vous allez utiliser, vos supports de communication. Que ce soit dans le domaine de papeterie, site internet, accessoires, signalétique. Donc, il reste lisible et compréhensible dans toutes les circonstances. Même lorsqu'il s'agit d'afficher en petit ou en noir et blanc. Le logo doit toujours être visible à tout moment. Donc, je vais accepter. Il y a une personne qui vient s'ajouter. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Ça doit être quelque chose de flexible. Donc, peu importe le type de support, vous pouvez peut-être imprimer des mugs, mettre votre logo. Le logo ne doit pas perdre en qualité. Le logo doit s'adapter au type de support que vous allez utiliser pour la communication de votre entreprise, pour le marketing de votre entreprise. Là, on passe au point suivant. C'est qu'un bon logo est durable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par durable?
Donc c'est un logo qui peut traverser des époques et dure dans le temps. Vraiment, c'est un logo vraiment qui peut durer des années et des années tant que vous ne décidez pas à faire peut-être le remodelage, à remodeler le logo. Donc on peut dire que ça traverse des époques, ça dure dans le temps. Donc c'est un logo, en tout cas, ça doit répondre à une mode et ne se change pas à tout bout de champ. Donc le logo, lorsqu'il est bien pensé, il est vraiment nécessaire qu'après plusieurs années d'utilisation, qu'une refonte, c'est-à-dire un rafraîchissement, soit vraiment faite. C'est ce que je venais de vous dire. Le logo dure dans le temps jusqu'à ce que vous décidez peut-être de faire une refonte. Quand on parle de refonte, c'est-à-dire vous voulez par exemple changer le logo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent... Bon, pour ça, vous n'avez pas besoin de suivre les informations. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui utilisent Twitter. Mais vous avez remarqué que récemment, le logo de Twitter a été changé en un X simple. Ce n'est plus le logo qu'on a connu, mais pourtant le logo de Twitter a mis du temps. Donc c'est un logo qu'on peut dire que voilà, ça a traversé les époques, ça a duré dans le temps. Mais à un certain moment, ils ont voulu faire un rafraîchissement du logo. Ils ont voulu faire une refonte. Donc, vous pouvez voir que c'est maintenant un X. C'est ça leur nouveau logo. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle d'une refonte ou d'un rafraîchissement. Ici, donc vous ne devez pas aussi oublier qu'un bon logo, bon, c'est un joli logo bien sûr, c'est un logo inspiré, c'est un logo voilà, qui a de l'impact. Le logo peut susciter des envies auprès de votre public, des consommateurs, des clients, bailleurs ou partenaires. Et c'est pour cela que vous devez le soigner. Par ailleurs, déjà, il faudrait savoir que les meilleurs d'entre les logos, ce sont bien sûr ceux qui suggèrent un sens caché, un sens sublimal. Vous pouvez voir un logo, mais le logo est un peu, voilà. Donc c'est comme si vous comprenez, c'est comme si vous ne comprenez pas. Le logo a un sens vraiment caché, qui a de l'impact psychologique dans l'objectif. Peut-être voilà, d'imprimer la marque, la manière dont elle veut se faire voir dans le subconscient de l'imaginaire populaire. Quand je parle de subconscient de l'imaginaire, voilà, ça parle tout simplement d'imagination. Comme je vous ai dit tantôt, un designer, un bon designer, c'est quelqu'un de très imaginaire. Donc, c'est vous qui êtes le designer, c'est vous qui créez, c'est vous qui imaginez vraiment. Le client vient, il vous dit ce qu'il veut et le reste, ce n'est pas son problème. Donc, vous devez déjà être capable d'imaginer un truc qui va dans ce sens-là, d'imaginer quoi mettre en place pour vraiment satisfaire les besoins du client. Donc, là, on a terminé avec les logos. J'espère vraiment que vous avez bien compris ce qu'il faut connaître pour avoir un bon logo, les 7 règles d'or d'un bon logo. Et de toutes les façons, vous pouvez à tout moment partir revoir la vidéo sur notre YouTube. À tout moment en tout cas. Vous allez sur la chaîne YouTube. Voilà pourquoi je vous disais de vous abonner. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu voilà, des problèmes techniques. Mais sinon, le direct devait se faire directement sur YouTube. Donc, c'est pas grave. Vous allez pouvoir voir les vidéos là-bas et les suivre tranquillement chez vous à la maison. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas vous lancer dans la création des logos sans vraiment connaître la psychologie des couleurs. Il faudrait que vous puissiez savoir telle couleur veut dire quoi, pourquoi est-ce que je vais associer telle couleur à telle marque. En tout cas, c'est très important d'avoir ces informations-là parce que ça va vous aider tout au long de votre parcours de designer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de parler des couleurs et puis on va ouvrir notre logiciel Photoshop. Je vais vous présenter l'interface et les outils qu'on doit utiliser pour créer un bon logo. Donc là, on parle des couleurs. Alors, savez-vous que les couleurs jouent un rôle majeur dans la façon dont les marques sont aperçues ou dont les marques sont perçues? Je vous l'ai dit brièvement quand je faisais la description de Photoshop. En tout cas, les couleurs sont vraiment ultra importantes. Les couleurs, c'est ultra important. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé notamment de HP qui utilise la couleur bleue. Je vous ai parlé du Yahoo, je vous ai parlé du orange. On va voir ça tout à l'heure, là. Tout de suite même, on va voir ça. Pourquoi ils ont eu à utiliser ces couleurs? Qu'est-ce que ces couleurs transmettent comme information aux utilisateurs?
Donc c'est ça le but principal, de connaître la psychologie des couleurs. Donc on va essayer de lire. Voilà. La psychologie des couleurs, c'est un sujet que les grandes marques prennent très au sérieux. Je répète, c'est vraiment un sujet que les grandes marques prennent très au sérieux et qui se décline dans leur choix de logo, d'habillage de site web et voire même de packaging. Le packaging, c'est tout simplement les emballages. Les emballages sur vos produits, peut-être les bouteilles, peut-être carton, ainsi de suite. Ça s'appelle en tout cas packaging. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait vraiment connaître ces notions-là, la psychologie des couleurs, parce qu'il y a des entreprises qui prennent ça très au sérieux. Donc, elle consiste déjà à mettre en relation les couleurs et des sentiments, ou peut-être un comportement précis chez les acheteurs. Voyons en quoi chaque couleur est associée à des valeurs, attentes et désirs précis chez tous les acheteurs. Alors, nous avons la couleur jaune. Le jaune veut dire optimisme, chaleur et clarté. Donc, c'est une couleur déjà qui évoque le bonheur. Ça évoque le bonheur, l'été, les émotions positives. Et cette couleur est choisie par les grandes marques comme Ferrari, comme McDonald's ou Ikea pour leur logo. Et j'utilise ces couleurs-là parce que ce sont des couleurs qui apportent une touche d'optimisme au site qu'ils utilisent pour certaines parties de leur design, bien sûr. Donc, c'est un peu ça, la signification de la couleur jaune. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la couleur jaune, c'est de l'optimisme, de la chaleur et de la clarté surtout. L'orange. L'orange, c'est la créativité, c'est l'enthousiasme et l'esprit d'aventure. C'est utilisé par des marques comme Orange, ici à la Sonatel, comme Fanta. En tout cas, plusieurs marques utilisent la couleur orange parce que l'orange, c'est un point d'équilibre entre le rouge et le jaune. C'est une couleur dynamique, mais pas agressive ou agressive. Choisie par des marques comme Amazon, Firerox ou Fanta ou Orange, elle attire l'œil et donne une ambiance fun et dynamique aux pages qui l'utilisent. Donc, ce qu'on peut retenir de la couleur orange, c'est qu'il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme et l'esprit d'aventure. Nous avons le rouge. Le rouge signifie l'excitation, la passion et l'action. La couleur, au fait, le rouge, c'est la couleur la plus intense, celle qui procure le plus d'émotions, d'où l'importance de l'utiliser avec parcimonie. Donc, pas en excès, en tout cas. C'est une couleur choisie par des marques comme Coca-Cola, Virgin, YouTube, ainsi de suite. Elle suscite de l'énergie et de la mise en mouvement, tout simplement. On a le rose. Bon, c'est comme vous le savez déjà, le rose, voilà, c'est une couleur qui décrit la féminité, le charme et romance. Donc c'est une couleur populaire déjà chez les audiences féminines. Ça évoque la douceur, la détente, la coquetterie, ainsi de suite. Les designers l'associent souvent au noir et au blanc, ce qui la rend plus moderne et plus sexy. Donc ce sont des couleurs choisies par des marques comme Victoria, Secret ou Barbie. Et ce sont vraiment, c'est une couleur qui donne envie de prendre soin de soi. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire sur la couleur rose. On a le violet, je vous avais parlé de Yao. Donc le violet, c'est le pouvoir, c'est l'imagination et spiritualité dans certains pays. Donc la couleur, cette couleur est souvent associée à la noblesse. Elle peut aussi donner une impression d'arrogance si elle est trop utilisée. Donc il faudrait déjà savoir dans quelle dimension, dans quelle mesure vous utilisez vos couleurs. Parce que quand il y en a de trop, des fois ça peut dire autre chose. Donc ce sont des couleurs utilisées par des marques comme Sci-Fi, Hallmark ou Yao. Donc ils utilisent ces couleurs-là dans l'habillage de leur site
Elle apporte du style et sollicite vraiment de l'imaginaire. Donc c'est ce qu'on peut retenir du violet. C'est ce qu'on peut retenir du violet. Et là, pour terminer, nous allons parler de la couleur bleue. Je vous avais parlé du PHP qui utilise la couleur bleue. Donc ici, le bleu, déjà, c'est la force, c'est la stabilité et l'harmonie. C'est la force, c'est la stabilité et l'harmonie. Donc la couleur bleue, c'est une couleur d'équilibre. Ça évoque le ciel. Ouais, vous observez le ciel, bien évidemment. Ça évoque le ciel et la mer. Elle est souvent utilisée pour des badges de sécurité. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, mais souvent quand vous allez dans des entreprises où il y a des agents de sécurité, essayez un peu d'observer les badges qu'ils portent. Les badges sont vraiment souvent, ou la plupart des temps, de couleur bleue. Voilà pourquoi on parle de force et de stabilité. Donc ce sont des couleurs choisies par des marques comme Facebook, Twitter. Leur logo a été changé comme je venais de vous le dire. Donc le logo de Twitter n'a plus de couleur bleue vu qu'ils ont changé ça en X. C'est un X noir si je ne me trompe pas. Et HP lui-même aussi utilise la couleur bleue. Donc ce sont des couleurs vraiment qui suscitent de la confiance, de la tranquillité d'esprit. Donc c'est un peu ce que je peux dire ou on pouvait dire par rapport à la psychologie des couleurs. Il y a plein d'autres couleurs à étudier. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur Google, qui d'ailleurs doit être votre meilleur ami pour vraiment bien avancer dans ce domaine. Donc on va vite passer sur le logiciel Photoshop. Il est 20h33 d'ailleurs. Donc pour ceux qui ont déjà Photoshop installé sur leur machine, donc vous pouvez déjà lancer le logiciel. D'ailleurs moi je vais tout fermer pardon, et recommencer dès le début. Oui, je vous écoute. Oui, je pense que est-ce que vous avez commencé la réunion avec nous? Parce que j'ai parlé de ça au début, par rapport à ceux qui n'arrivaient pas à installer ou bien à télécharger l'application. Je pense que par rapport à votre message, c'est que vous n'étiez pas à mesure d'ouvrir le logiciel, c'est ça? Est-ce que vous êtes là? Oui, je disais que par rapport à votre question, je pense que j'en ai parlé au début. Je ne sais pas si vous étiez là. Vous avez commencé avec nous. Oui, en fait, j'ai parlé de WinRAR. Le logiciel Photoshop, par défaut, sont des logiciels qui sont compressés dans des logiciels de compression, notamment WinRAR pour la plupart des temps, mais il y a aussi PowerISO qui est là. Donc, au début, là, j'ai un peu expliqué comment procéder pour pouvoir ouvrir le logiciel quand vous n'avez pas WinRAR dans votre machine. Donc, la chose à faire, c'est d'aller dans votre navigateur. Ici, je suis dans mon navigateur. Vous venez dans votre navigateur web. Ça peut être Google Chrome, ça peut être Microsoft Edge, ça peut être, dans mon cas, c'est Brave. Donc, ça dépend en tout cas de quel type de navigateur vous utilisez. En tout cas, ça n'a pas d'impact et rien à voir. Donc, vous vous rendez sur votre navigateur. Vous n'aurez qu'à taper télécharger WinRAR. C'est un logiciel tout à fait gratuit et accessible à tous. Donc, vous écrivez télécharger WinRAR et une fois que la page est là, vous cliquez sur le premier lien parce qu'il y a beaucoup de liens. Mais c'est important de cliquer sur le premier lien parce que c'est le site officiel de WinRAR. Donc, vous cliquez sur le premier lien, ça vous emmène sur le site de WinRAR. Et ici, vous avez deux versions du logiciel WinRAR. Il y a notamment la version payante et il y a la version gratuite. Dans notre cas, on n'a pas besoin d'acheter WinRAR. Donc, c'est juste pour ouvrir un logiciel et peut-être d'autres types de logiciels qui sont bien évidemment compressés. Donc, on va prendre une version gratuite. Là, je clique sur télécharger WinRAR. Une fois arrivé ici,
ils sont vraiment insistants sur le fait d'acheter le logiciel. Donc, vous venez en bas, là où c'est écrit télécharger WinRAR pour prendre la version gratuite. Là, je clique sur télécharger. Et ici, vous avez un message. Merci pour le téléchargement WinRAR. Si votre téléchargement ne démarre pas dans les 5 secondes, cliquez ici. Et la plupart du temps, ça ne démarre pas. Donc, vous allez cliquer sur ce petit bouton-là, là où c'est en bleu. Cliquez ici pour lancer le téléchargement manuel. Donc, là, je clique et j'attends. Voilà, le téléchargement se lance. Ça vous demande l'emplacement. Vous pouvez choisir n'importe quel dossier où vous souhaitez stocker votre logiciel. Mais dans mon cas, voilà, c'est par défaut dans le dossier téléchargement. Donc, là, vous faites enregistrer et le logiciel se télécharge. Une fois que c'est fait, vous allez venir dans votre dossier téléchargement et vous allez ouvrir le logiciel qui est là, WinRAR. Vous ouvrez le logiciel et vous faites oui. Donc, vous commencez l'installation. Pour l'installation, dans mon cas, c'est déjà installé. Donc, ça va pas pouvoir se faire. Quand vous lancez l'installation, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Vous faites installer et par la suite, vous allez faire suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Vous allez faire suivant, suivant jusqu'à la fin de l'installation et ça va vous donner ce résultat-là. Vous allez faire OK. Donc, une fois que c'est fait, vous allez maintenant prendre votre logiciel Photoshop téléchargé parce que vous n'étiez pas en mesure de pouvoir ouvrir le logiciel à cause du manque du logiciel WinRAR qui est un logiciel de compression. Donc, dès que l'installation prend fin, vous ouvrez le logiciel, ça va devoir marcher sans problème. Et là, vous allez installer Photoshop. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va pas trop s'attarder sur ça par rapport à l'heure, mais la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez à tout moment repartir sur YouTube et pouvoir lire la vidéo. De ce pas, lancer le logiciel Photoshop. Une fois que vous avez votre logiciel Photoshop installé, donc venez sur le bureau. Il y a deux façons de lancer le logiciel. Je vais faire double-clic. Je peux double-cliquer sur le logiciel comme je peux faire un clic droit sur le logiciel et je fais ouvrir. Donc là, j'attends que le logiciel se lance. Ça dépend vraiment de la rapidité de la machine, de quel type de machine vous avez. Ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 2 minutes. En tout cas, ça dépend de votre machine. Donc là, vu que voilà, j'avais déjà lancé le logiciel et que je viens de fermer le logiciel, j'ai relancé. Ça va prendre peut-être voire 1 minute et on va patienter le temps que le logiciel puisse se lancer. Voilà. Donc, une fois que vous lancez le logiciel, c'est comme ça que ça se présente. Pour ceux qui ont déjà le logiciel, depuis peut-être, voilà, qui utilisent déjà le logiciel, vous allez avoir les fichiers récents sur votre écran affiché. Donc, les fichiers que vous avez déjà eu à utiliser, peut-être vos projets vont s'afficher comme c'est affiché chez moi ici. Vous allez voir les fichiers récents et tous vos designs, ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui viennent de débuter, vous allez voir qu'il n'y aura rien, ça sera vide. C'est tout à fait normal, donc pas d'inquiétude. Et une fois que vous arrivez ici, la chose à faire, c'est de créer un nouveau fichier. Maintenant, ici, on ne va pas directement commencer à créer un logo, sinon ça sera pas vraiment trop ça. Et il faudrait déjà que vous puissiez maîtriser le logiciel comme je l'avais dit au début. Il y a des gens qui viennent de débuter sur le logiciel, donc qui ont besoin d'abord de comprendre quel outil utiliser pour faire ceci, quel outil utiliser. En tout cas, on va essayer de faire un petit résumé vite fait par rapport à cela. Comme ça, il n'y aura pas de lacunes quand on va se lancer vraiment dans la création. Donc, pour déjà commencer à travailler sur un projet, il faudra créer un fichier. D'où je vous avais parlé des formats au début par rapport à l'introduction. Sur le logiciel Photoshop, on a parlé des formats. Donc, vous allez cliquer sur Nouveau fichier ou vous pouvez faire CTRL-N pour ceux qui aiment utiliser des raccourcis. Je fais Nouveau fichier et j'ai ceci qui s'affiche. Et ici, à droite, vous voyez que la largeur c'est 1080, la hauteur c'est 1080. Donc,
C'est de ça que je parlais par rapport au format. Vous pouvez choisir un fichier de type A4 si vous voulez travailler vraiment sur du A4 pour ceux qui veulent faire notamment peut-être les CV, ainsi de suite. Donc, ça dépend du type de support que vous voulez faire. Maintenant, nous, dans le cadre de la création d'un logo, on n'a pas besoin vraiment d'avoir un fichier A4. On a juste besoin d'avoir un fichier vraiment carré. Un fichier carré. La plupart des designers utilisent du 500 x 500 pixels. Donc, ici, vous allez voir que c'est 500. Ici, vous allez voir que c'est 500. Comme ils peuvent utiliser du 500, vous pouvez utiliser du 1080 sur 1080. Ça va vous donner la même chose. Ça va vous donner vraiment la même chose. Le fichier sera carré et de même dimension. Mais sauf qu'il y a une petite nuance. Il y a une différence quand vous utilisez 500 x 500 pixels et quand vous utilisez 1080 x 1080 pixels. Et par défaut, ici, c'est pas en pixels. Il faudrait vraiment voir et veiller à mettre ça en pixels. Par défaut, je pense que c'est en centimètres ou en millimètres. Donc, il faudrait que ça soit en pixels. En pixels, c'est plus mieux pour la résolution des fichiers et la qualité en tout cas. C'est ce que j'utilise. Donc, la différence, c'est quoi? Entre une personne qui utilise du 500 x 500 pixels, par exemple, là, si je mettais 500 x 500, je crée. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, là j'ai créé. Vous voyez que c'est un petit fichier qu'il m'a créé. Un petit fichier en tout cas, comme je vous l'ai dit, un fichier carré. Parce que c'est 500 x 500. Et si je repartais là-bas pour créer maintenant en 1080 x 1080, vous allez voir aussi, c'est la même chose, ça ne va pas changer. Et puis je vais vous expliquer c'est quoi la nuance entre les deux et c'est quoi la différence. Là je fais CTRL N. Je vais maintenant prendre 1080 x 1080 pixels. Et je fais créer. À 1080 x 1080, si je reviens ici, on est à 500 x 500. Ce sont des mêmes fichiers et en carré. Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi l'importance d'utiliser peut-être du 1080 au lieu du 500, d'utiliser peut-être du 4000 x 4000 au lieu de 500, d'utiliser peut-être du 3000 x 3000 au lieu de 500? Ça dépend tout d'abord du designer. Alors, dans mon cas, souvent quand je crée des logos, j'utilise des fichiers de type 3000 x 3000 pixels. Alors, pourquoi je les utilise? C'est par rapport au format, par rapport à la qualité et au rendu du travail à la fin. Parce que si j'utilise du 500 x 500 pixels et que je crée un logo, quand je vais finir la création et que je vais exporter le logo aura une bonne qualité, c'est pas faux. Mais quand vous allez zoomer le logo, vous allez remarquer que le logo n'aura pas beaucoup de portée par rapport au zoom. Vous pouvez zoomer jusqu'à 50 seulement, ça devient flou. Donc ça devient vraiment un logo avec beaucoup de pixels. Vous n'allez plus vraiment arriver à voir certaines informations, certaines choses. Moi, pourquoi j'utilise du 3000 x 3000, voire même 4000 x 4000 pixels. Plus le fichier est lourd, plus le logo est clair et le logo est vraiment de bonne qualité. Donc c'est tout simplement ça la différence. C'est tout simplement ça la nuance que beaucoup de designers notamment ne prennent pas en compte. Donc, mon conseil serait que à l'avenir, quand vous allez travailler sur la création des logos sur Photoshop, d'utiliser vraiment, au lieu de 500 x 500, d'utiliser du 3000 x 3000 pixels pour une bonne qualité et un bon rendu à la fin. Donc, nous allons créer un logo en 3000. Nous allons créer un fichier en 3000 x 3000 pixels, pardon. 3000 pixels. Là, je fais créer. Voilà. Donc là, j'ouvre le fichier en 3000 x 3000 pixels. Alors, je sais que vous êtes impatient. Bien évidemment, c'est tout à fait normal. D'autres se disent, voilà, on attend quoi? On doit commencer à créer. Voilà, et ainsi de suite. Mais, voilà, tout doucement, en tout cas. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer à créer si vous ne maîtrisez pas quoi utiliser, quoi faire pour créer un logo. Ici, vous voyez que ça, c'est l'interface de création de Photoshop. Je vous avais dit au début que je vais vous montrer comment configurer le logiciel pour ceux qui utilisent le logiciel pour la première fois. Vous allez remarquer qu'il y a une différence entre votre logiciel et mon logiciel. Parce que moi, j'ai mis mon interface en dark. Tout est en noir. En tout cas, j'aime travailler comme ça parce que ça donne, ça donne une beauté. Voilà, ça donne quand même... En tout cas, j'aime ça comme ça. Mais chez vous, vous allez voir que c'est un peu plus clair par rapport
à ce que moi je suis en train d'utiliser. Donc je vais vous montrer notamment comment faire ça. Donc une fois que vous lancez votre logiciel Photoshop, par défaut ici, les outils ne s'alignent pas comme ça par défaut. C'est comme ça que vous allez trouver les outils tout en longueur. Là vous voyez, du début, donc du haut vers le bas, il y a des outils. Maintenant, moi, j'aime les mettre en deux catégories ou bien, voilà, deux colonnes. Là, je trouve que c'est plus simple, c'est plus mieux, voilà. Donc, pour ce faire, il y a un petit bouton ici au coin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a vraiment un petit bouton ici au coin. Vous cliquez sur le bouton, ça redevient par défaut, vous cliquez sur le bouton et ça vous aligne les icônes en deux catégories. Donc, pour configurer le logiciel ou bien paramétrer le logiciel, bon, par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez voir, par rapport à votre espace, donc vous voulez peut-être personnaliser l'espace par rapport à vos choix, vos goûts, ainsi de suite. Vous venez sur édition. Ici en haut, vous avez le menu qui est là. On a notamment fichier. Ici, voilà, c'est ici on peut créer un nouveau dossier. On peut voir les fichiers récents, les projets sur lesquels on a eu à travailler. On peut fermer. En tout cas, on peut faire pas mal de choses ici. On peut enregistrer, on peut exporter, ainsi de suite. Maintenant, pour configurer, nous avons besoin de venir sur édition. Et une fois que vous êtes sur édition, vous allez vous rendre à la fin, là où on a écrit préférences. Et sur préférences, vous venez sur général. Donc vous pouvez le faire par raccourci avec la touche CTRL-K. Et quand vous arrivez sur préférences et puis général, ça vous affiche ce petit tableau où vous avez toutes les informations nécessaires, tout ce que vous pouvez faire sur Photoshop et tout ce qui peut s'afficher sur votre espace de travail. Alors, une fois que vous êtes ici, vous avez déjà en général, voilà, le sélecteur de couleurs Adobe, ainsi de suite. Ici, c'est pas trop important, donc on va laisser par défaut et on vient sur interface. Donc, vous avez vu, on a l'apparence qui est là. Quand on parle d'apparence, notamment les termes de couleurs et ainsi de suite. Donc, vous avez vu que l'apparence de mon truc, est en dark, comme je vous l'avais dit. Donc l'apparence est en dark, comme je vous l'avais dit, mais par défaut, c'est un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, sur d'autres machines, vous allez retrouver votre logiciel comme ça. Ça peut être tout en blanc et ça peut aussi être, voilà, un peu en noir, comme c'est pas du noir, c'est un peu du gris, ainsi de suite. Par défaut, c'est comme ça que vous allez trouver votre logiciel. Mais vu que moi j'aime l'apparence un peu, voilà, un peu dark et tout, donc j'avais choisi le dark, la couleur un peu plus sombre. Et là, vous cliquez, ça vous donne ceci. Donc, j'espère que vous êtes en train de le faire en même temps, parce que c'est plus simple si vous travaillez en même temps, au lieu de suivre, et puis à la fin, vous n'allez pas pouvoir reproduire. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, la vidéo sera republiée sur YouTube. Ça vous permettra aussi de suivre tranquillement, étape par étape, tout ce qu'on a eu à faire. Donc, ça, c'est la première étape, quand on veut vraiment modifier notre interface, l'espace de travail, déjà avec l'apparence, le thème de couleur, je mets ça en dark, donc un peu sombre. On a le mode des fenêtres qui sont là, en tout cas, moi je les laisse par défaut. Je laisse par défaut, la langue notamment, c'est la langue française. Voilà, c'est la langue française qui est là, c'est automatique, c'est par rapport à votre système d'exploitation et au type de logiciel que vous avez utilisé. Vous pouvez télécharger un logiciel Photoshop directement en anglais, si vous aimez de l'anglais bien sûr. Donc, et puis on peut venir sur l'espace de travail. Ici, vous avez des options qui sont cochées. Vous voyez que réduire automatiquement les panneaux d'icônes, c'est une option qui n'est pas cochée. Et par défaut, je préfère que vous puissiez laisser cette option-là comme ça. Parce que c'est pas trop agréable que quand vous travaillez, que les panneaux d'icônes se réduisent automatiquement. Ça peut vous fatiguer à un certain moment. Donc ici, tout est par défaut. Vous laissez tout par défaut. Afficher automatiquement le panneau masqué, ouvrir les documents dans les nouveaux onglets, activer l'ancrage des fenêtres, des documents flottants, grand onglet et tout. On a les outils, on a l'historique et bon, il y a une chose que vous devez aussi voir, ce sont les disques de travail.
ici, vous cliquez sur disque de travail, vous avez par défaut le disque C qui est coché. Donc ça c'est le disque de l'ordinateur, c'est le disque installé dans la machine. Et vous pouvez remarquer que j'ai un autre disque, le disque E, c'est mon disque externe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il arrive que, parce que quand vous travaillez sur Photoshop, Photoshop consomme énormément en termes d'espace, en termes de ressources, mémoire, ainsi de suite. Donc, il peut arriver que l'espace du disque de votre machine soit insuffisant. Et dans ce cas, vous aurez besoin d'un disque externe. Vous aurez besoin d'un disque dur externe. Et pour utiliser le disque dur externe que vous allez brancher sur votre machine, il faudra vous rendre dans les paramètres de Photoshop pour configurer cela. Donc, comme on venait de le faire, vous partez sur Édition, Préférences générales, vous venez sur Disque de travail. Ici, je n'aurai qu'à cocher Disque E. Donc là, j'ai coché 2 disques. Donc, j'informe Photoshop que quand tu vas voir que mon disque principal, qui est le disque C, est rempli et ne répond plus, tu utilises directement le deuxième disque que j'ai sélectionné, qui est le disque E, mon disque externe. Donc, quand mon disque principal sera rempli, j'aurai pas de problème parce que Photoshop va directement et automatiquement passer à mon disque dur externe. Voilà pourquoi c'est aussi important quand vous avez vraiment beaucoup de projets, quand vous avez beaucoup de travail sur le design, sur Photoshop, d'avoir un disque externe ou bien une clé USB. Alors, qu'est-ce que Photoshop fait avec ces disques? Au fait, il stocke des fichiers temporaires. Quand on parle de fichiers temporaires, donc ce sont des fichiers qu'il stocke sur votre disque de travail le temps que vous utilisez le logiciel. Dès que vous fermez le logiciel, il retire le fichier. C'est ce fichier-là qui permet à Photoshop de bien fonctionner quand vous êtes en plein travail. Donc ça peut faire, voilà, ça peut faire tout un sujet d'enseignement quand on parle de fichiers temporaires, mais on est juste dans le cadre, voilà, de survoler un peu, que vous puissiez avoir l'idée générale. Donc c'est un peu ça. Et puis c'est vraiment, bon, c'est l'essentiel en tout cas à configurer quand vous débutez sur Photoshop. Les autres informations, on pourrait bien les voir un peu plus tard. Donc là, quand vous finissez votre configuration, vous faites OK et Photoshop prend ces configurations-là en compte automatiquement. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le logiciel ou de fermer le logiciel et relancer le logiciel. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, vous avez des options qui sont là. Je vous ai parlé des calques. Quand j'ai introduit Photoshop, je vous ai dit que Photoshop utilise des calques. Donc, par exemple, là, vous êtes en train de voir, ça, c'est un calque qui est là. On a écrit arrière-plan. On a écrit arrière-plan ici. Par défaut, il y a une clé. Donc, quand il y a une clé, ce qui revient à dire qu'on ne peut pas modifier ce calque. Donc, c'est vraiment important. Donc, quand vous avez des calques, assurez-vous que le calque soit désactivé. Parce que là, le calque a une clé. Si je veux changer la couleur du calque ou bien je veux appliquer un truc sur le calque directement, ça peut pas se faire. Ça va pas se faire parce que le calque est bloqué. Donc, la première des choses, je vais débloquer le calque. J'enlève la clé. Là, le calque, je peux changer de couleur si je veux avec cet outil qu'on va voir bientôt. Je peux changer de couleur. Je mets en jaune. Je peux mettre en vert foncé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on n'est pas encore là. Là, c'est parce qu'on est en train de parler des calques et de ce qu'on peut faire avec les calques. Ici, vous avez l'icône ici. C'est voilà, c'est l'œil qui est là. Donc, ça, c'est juste, ça veut juste dire le view en anglais. Donc, si vous fermez l'œil, vous n'allez plus rien voir. Donc, vous cachez le calque, au fait. Vous cachez l'aperçu. Et si vous l'activez, c'est-à-dire que vous affichez à nouveau le calque. Donc, c'est un peu le rôle de cette icône-là, qui est toutefois à côté des calques que vous allez créer. Maintenant, passons aux outils. Ici, nous avons beaucoup d'outils que nous allons notamment utiliser pour la création de nos designs, pour la création des logos, bien évidemment. On a l'outil déplacement, cet outil. Cet outil sert à déplacer des trucs. Là, vous voyez que j'arrive à déplacer le calque que nous venons de créer par rapport à cet outil. Donc, je prends l'outil déplacement, je viens, je clique sur mon calque et je commence à déplacer. Vous allez voir que je peux
déplacer complètement le calque comme je peux remettre le calque. C'est le rôle de l'outil déplacement. C'est pour pouvoir déplacer des objets à l'intérieur du calque et de l'espace de travail. On a l'outil outil rectangle qui sert à sélectionner. Il y a deux types d'outils rectangles. Il y a l'outil rectangle pour créer vraiment des objets, mais il y a l'outil rectangle pour la sélection. Donc ici, ce sont des outils de sélection. Si vous pouvez faire, vous voulez pas faire des sélections manuellement, vous pouvez prendre par exemple l'outil rectangle pour sélectionner un truc. Donc vous faites ça, ça sélectionne une partie. Par exemple, par rapport à la partie que je viens de sélectionner, si je vais appliquer une couleur, je clique, la couleur ne serait appliquée qu'à la partie sélectionnée. Donc vous avez remarqué qu'avant, quand on avait appliqué une couleur, c'était sur toute la page. Mais là, vu qu'on a sélectionné une partie, la couleur ne s'applique que sur des parties sélectionnées. Donc on va parler aussi de l'outil que je suis en train d'utiliser pour changer de couleur. Là, je prends par exemple l'Eclipse. Donc je fais, voilà, je fais le cercle ici. Je vais aussi changer la couleur de cette partie-là sélectionnée. Je clique à l'intérieur, j'ai du jaune. Donc c'est à ça que servent les outils de sélection. Vous pouvez sélectionner une partie sur le calque, vous pouvez sélectionner une partie sur votre espace de travail. Donc notamment le calque que vous utilisez à l'intérieur, vous sélectionnez et vous décidez de faire quelque chose de précis par rapport à la sélection. Donc c'est un peu ça le rôle de l'outil de sélection. On va pas voir tout, hein, on va pas voir tout. Je vais vous montrer le nécessaire. Je vais vous montrer le nécessaire. Et puis pour le reste, vous allez quand même essayer de faire des recherches, mais je vais vous montrer le nécessaire et les outils les plus utilisés pour déjà commencer à réaliser des designs. Et là, l'outil que je suis en train d'utiliser pour changer la couleur, ça s'appelle outil pot de peinture. Donc cet outil sert à mettre de la peinture, comme c'est écrit, outil pot de peinture. Donc par exemple là, les couleurs là sont considérées comme de la peinture. Je vais par exemple changer l'arrière-plan, je vais prendre l'outil pot de peinture. Quand vous cliquez sur l'outil, c'est par défaut l'outil pot de peinture. Mais si vous faites clic droit sur l'outil, vous voyez qu'on a trois types d'outils dans l'outil pot de peinture. On a l'outil dégradé. Ça, c'est quand vous voulez faire du dégradé. D'ailleurs, on va essayer. Si je prends l'outil dégradé, vous avez vu que ici, il m'a créé automatiquement un dégradé par rapport à ces deux couleurs que j'ai ici. Du jaune et un peu du vert foncé, ainsi de suite. Donc, si je sélectionne, là, vous avez vu qu'il a changé l'arrière-plan. Il m'a mis un dégradé. Donc, c'est par rapport à cet outil-là, l'outil dégradé, que vous allez pouvoir faire du dégradé en tout cas. Là, si je veux changer, par exemple, la couleur de mon dégradé, je peux venir ici. Donc, pour changer la couleur, vous n'aurez qu'à cliquer ici sur ces petits calques de couleurs là, sur ces plans en fait. Ça s'appelle des plans. Donc, vous cliquez par exemple sur le deuxième plan. Là, je peux mettre du rouge. Je mets du rouge. Et quand je vais prendre ici l'outil dégradé, je viens là, ça m'affiche une petite ligne, je fais ça, je peux faire ça, je m'arrête là, il me change automatiquement la couleur. Donc j'ai maintenant du jaune et du rouge et ça me crée un dégradé. Donc ça peut être vraiment pertinent et on va essayer quand même d'y répondre après. Vu qu'aujourd'hui c'est le premier jour, donc on essaie un peu de présenter autant que possible le logiciel et de vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec. Et en tout cas, le but, c'est que vous puissiez déjà prendre en main le logiciel pour le reste des 2 jours à venir, qu'on puisse vraiment faire quelque chose de concret. Donc, c'était un peu ça, ce qu'on peut faire avec l'outil dégradé. Et puis, on a l'outil dépôt de matière 3D. Bon, ça, on va en parler un peu plus tard parce que, voilà, c'est pas important pour le moment. Et puis, il y a un outil vraiment que vous serez emmené à utiliser tout le temps. C'est l'outil plume. Cet outil sert à sélectionner des choses ou bien à faire le détourage. L'outil plume que vous voyez. Et ici aussi, quand vous allez faire clic droit, il y a tout un panel d'outils qui sort. Il y a vraiment beaucoup d'outils. Mais vous allez prendre le premier outil qui est l'outil plume. Il y a plume libre, il y a plume de courbure, il y a outil ajout de points d'ancrage, ainsi de suite. Ces outils, vous allez pouvoir faire des recherches là-dessus.
Mais par rapport à la formation, on va utiliser que l'outil Plume. Donc, je ne vais pas parler des autres outils parce que ça va faire, voilà, ça va faire beaucoup. Donc, avec l'outil Plume, je peux faire ceci. Bon, sélectionner. Vous voyez, ça sert vraiment à sélectionner, à créer des designs, à créer des formes d'objets. Avec cet outil, une fois que vous faites, vous créez une forme, vous faites CTRL plus Entrée, ça fait une sélection. Ça vous fait une sélection. Et puis, là aussi, vous pouvez changer la couleur de la sélection. En fait, ça fait en quelque sorte ce que fait l'outil rectangle de sélection. Mais sauf qu'avec l'outil Plume, c'est vous qui contrôlez tout, en fait. Avec l'outil Plume, c'est votre imagination. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez créer une forme, par exemple, comme je viens de le faire, et vous souhaitez changer la couleur de la forme. Bim, vous le faites. Vous cliquez à l'intérieur et vous changez la couleur de la forme. Alors que quand on vient sur les outils de sélection, vous ne pouvez pas avoir cette forme-là. Vous avez la forme rectangle, ellipse, outil rectangle de section rangée, ainsi de suite, mais vous n'avez pas cette forme-là. Alors que en tant que créateur, comme je vous l'avais dit, vous devez être imaginaire. Vous devez être quelqu'un d'imaginaire, en fait. Vous devez beaucoup imaginer. Donc, il y a des formes que vous serez emmené à créer qui ne sont vraiment pas dans la sélection des outils. Donc là, il est 21h05. On va quand même arrêter à 10. Vu qu'on a commencé un peu en retard. Bon, par rapport, vu que voilà, on a eu à attendre pas mal de gens. Les gens ont eu un peu du mal à se connecter. Et quelques soucis techniques, ainsi de suite. Donc avec l'outil Plume, vous pouvez vraiment créer des formes. Vous pouvez créer des formes, faire pas mal de choses. En tout cas, ça dépend de votre imagination. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'outil. Donc, il suffit juste de joindre les points et vous faites un contrôle entrée, ça vous crée une sélection. Une fois que ça vous crée une sélection, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de la sélection. Soit changer la couleur, soit voilà, soit copier la couleur, la sélection, soit en tout cas pas mal de choses qu'on va voir dans les jours à venir. Et puis là, en dernier lieu, ce qui est important, c'est l'outil texte que je vais vous montrer. Donc, déjà pour commencer, il faudrait que vous puissiez écrire du texte. Parce que vous allez créer des logos, vous allez forcément écrire du texte, créer des formes. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez voir que je suis en train de revenir en arrière. On en a parlé au début, que Photoshop offrait une possibilité de revenir en arrière quand vous avez fait un truc ou bien quand vous avez réalisé une chose qui ne vous plaît pas. Donc, vous voudriez, au lieu peut-être de fermer le logiciel ou bien de fermer le projet, de recommencer tout, vous pouvez revenir en arrière avec la touche CTRL plus Z. Donc, vous combinez les deux touches, ça va vous permettre de revenir en arrière. Si vous appuyez sur CTRL Z, vous revenez en arrière. Là, on a notre plan de travail du départ. Et si je veux encore revoir ce que j'ai déjà eu à faire, dans d'autres logiciels ou d'autres applications, il suffit de faire CTRL Y, vous allez voir ce que vous avez eu à faire. Mais sur Photoshop, c'est pas trop ça en fait. C'est pas trop ça. Vous avez la possibilité de revenir en arrière, mais vous pouvez pas vraiment revoir le boulot vu qu'on n'a pas enregistré ce qu'on faisait. Donc ça sera compliqué. On peut pas revoir. Du coup, je vais parler de l'outil texte. Là, pour écrire du texte, vous venez dans le menu d'outils ici, dans la barre à gauche qui affiche, n'est-ce pas, les outils. Vous prenez l'outil texte. Donc, quand vous faites clic droit, vous faites Photoshop, quand vous faites clic droit sur l'outil que vous voulez prendre, à la base, il y a d'autres outils derrière qui font pratiquement la même chose, mais d'autres façons, d'une autre façon en tout cas. Donc, ici, vous voyez que nous avons l'outil texte à l'horizontale. Nous avons l'outil texte. Si vous voulez faire du texte vertical, bien sûr, vous pouvez utiliser l'outil texte masque. Bon, vous pouvez masquer du texte vertical comme horizontal. Donc, chaque outil a son rôle à jouer, mais ça fait pratiquement la même chose. C'est pour écrire du texte, mais différemment en tout cas. Donc, tout au long de la formation, on va essayer de faire de notre possible d'utiliser un peu ces bases-là. Donc, on va prendre le premier outil qui est l'outil texte horizontal. Vous venez, vous cliquez. Et quand vous cliquez,
vous remarquez ici qu'il y a un nouveau calque qui s'est créé. Je ne sais pas si vous suivez, il y a vraiment un nouveau calque qui s'est créé. Je vous avais dit au début que Photoshop travaille avec les calques. Donc, à chaque fois que vous allez créer un élément, Photoshop va vous créer un calque. Là, c'est quand c'est automatique. Maintenant, il y a de ces éléments que vous serez emmené à créer vous-même des calques en tout cas. Donc ça aussi, on va voir ça quand on va commencer à travailler. On va créer des calques, vous allez voir comment est-ce que ça se passe, ainsi de suite. Et là, je peux écrire, par exemple, formation. Je change la couleur. Voilà. Là, je peux écrire formation. On va changer. Il y a une personne qui veut se connecter. Je change la couleur. Voilà. Je mets une couleur. Donc là, on a écrit formation. Donc c'est avec l'outil texte qu'on sera amené à faire du texte, ainsi de suite. Donc c'est un peu ce que je voulais qu'on puisse voir aujourd'hui, en tout cas pour un début. Et c'est un peu de découvrir le logiciel, de voir ce qu'on peut faire avec le logiciel, de voir comment utiliser les outils et de comprendre c'est quoi Photoshop, pourquoi nous utilisons Photoshop, qu'est-ce que Photoshop peut faire. Donc c'est sur ces points que je voulais vraiment qu'on puisse parler. Parce qu'on ne peut pas commencer directement à créer des logos et ne pas savoir pourquoi, voilà, comment est-ce qu'on les fait, ne pas savoir à quoi sert ce logiciel, qu'est-ce qu'il faut faire, sinon ça sera vraiment un perd-temps. Surtout pour ceux qui viennent de débuter sur le design et sur le logiciel Photoshop. Donc je pense que quand même on a essayé un peu de parler de tout en même temps, donc de faire un peu le résumé de Photoshop. Il y a eu l'introduction qu'on a eu à faire. On a parlé de Photoshop, on a défini Photoshop, on a eu à énumérer ce qu'on pouvait faire avec Photoshop et on a un peu vu voilà, la psychologie des couleurs. En bref, donc il faudrait aussi connaître la signification des couleurs pour être un bon concepteur de logo. On a vu les 7 règles d'or d'un bon logo, ainsi de suite. Et je pense que c'est déjà l'essentiel que vous devez avoir pour vraiment vous embarquer dans la suite de cette formation. Donc pour ce soir, il est 21h12. On va s'arrêter là. Et je pense que la prochaine fois, il faudrait vraiment que vous puissiez être un peu plus à l'heure pour qu'on ne puisse pas vraiment dépasser en temps. Parce qu'on a attendu au moins 20 minutes avant de commencer, hormis les problèmes techniques que nous avons eu de notre côté par rapport à la plateforme YouTube. Donc je vous dis, je vous remercie tous par rapport déjà à la participation de tout un chacun. Et je vais essayer de répondre aux questions. Donc si vous avez des questions, on peut prendre 5 minutes pour essayer un peu de répondre aux questions. Là, je suis en train de voir Ahmed Sefdine qui dit: serait-il possible de conférer à une autre personne la permission d'admettre les participants afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur les explications et la présentation? Waouh, c'est une brillante idée. Malheureusement, je l'ai vu en retard. Donc, je pense que la prochaine fois, c'est ce qu'on va faire. Je vais vraiment essayer de chercher une personne pour donner la permission. Comme ça, il va autoriser d'autres personnes à rejoindre la réunion. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, c'est un peu dérangeant aussi à chaque fois de revenir et autoriser, de répartir et expliquer. En tout cas, c'est pas facile. Merci beaucoup pour la proposition. On a Brin Art. Il dit: Photoshop dépend aussi des versions au fil du temps ou c'est juste la même chose mais en amélioré. Oui, ça aussi c'est une question assez pertinente. En tout cas, Photoshop dépend des versions. Parce que là, on est sur du Photoshop. Moi, par exemple, j'utilise Adobe Photoshop 2023. Si je ne me trompe pas. Je pense que ce que j'ai mis sur la chaîne Telegram, c'est 2022. Il y a aussi 2020 qui est là. Donc, à partir de 2017,
je pense que Adobe Photoshop a amélioré ses versions. C'est maintenant du Photoshop CC, ça s'appelle Photoshop CC, alors qu'il y a Photoshop CS6 qui est là. Si vous prenez Adobe Photoshop CS6, CS5, peut-être CS4, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Il y a des fonctionnalités qui se trouvent dans Photoshop à partir de la version 17 qui ne se trouvent pas dans Photoshop à partir des versions un peu, voilà, des versions anciennes, quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi l'importance d'avoir vraiment une version à jour pour plus de fonctionnalités. Parce que sur du CS6, non seulement l'interface, bon, c'est pas trop ça, mais quand même, c'est un peu vieux jeu parce qu'il y a des fonctionnalités, en tout cas, qu'on peut trouver aujourd'hui sur Photoshop qui ne se trouvent pas là-bas. Et là-bas, ça va être... Donc, on sera amené à faire un travail en double, alors que sur d'autres versions, on peut automatiser le travail. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on puisse terminer. Bon, je pense que voilà, il n'est pas en train de parler, c'est juste son micro qui est activé. Donc, si vous pouvez essayer un peu de mettre votre micro sous silencieux, ça serait bien. Donc, c'est un peu, je pense qu'on a fait un peu le tour déjà pour une présentation du logiciel et la prise en main. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, à nous revoir. Bon, on peut soit demain ou bien le vendredi. On va prendre le vendredi ou samedi. Mais je pense qu'on va se revoir demain. Donc, de toute façon, les informations seront dans le groupe WhatsApp.